Quand on pense à l'investissement, on imagine tout de suite des graphiques compliqués, des histoires de rendement, de stratégie. Mais et si chaque euro qu'on place était en fait un vote? Un vote silencieux pour un certain type de monde. C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. À première vue, la question peut sembler un peu étrange, non? Et pourtant, la réponse révèle une connexion super profonde et souvent invisible entre notre argent et les plus grands enjeux de notre époque. C'est vrai que, bien souvent, on nous présente l'investissement comme une simple affaire de chiffres, quelque chose de technique, un peu déconnecté du monde réel. Le but? Juste la performance pour son portefeuille. Mais cette vision, eh bien, elle oublie le plus important, l'impact bien réel de cet argent une fois qu'il est injecté dans l'économie. Alors, pour vraiment saisir cette dimension politique de l'investissement, il faut qu'on revienne à la base. Concrètement, le capital, à quoi ça sert? Pensez-y une seconde, qu'on parle d'une petite start-up qui développe des panneaux solaires ou d'un géant du pétrole. Aucune, mais alors aucune entreprise ne peut fonctionner sans capitaux. C'est vraiment le carburant, le kérosène indispensable qui permet de construire, d'embaucher, d'innover, bref, d'alimenter le moteur de toute notre économie. Le mécanisme, au fond, il est assez simple, mais ses conséquences, elles sont énormes. L'épargne des uns et des autres est collectée, mise en commun, et puis, hop, elle est allouée à des entreprises. C'est ce capital qui va leur donner les moyens de réaliser leurs projets et, de fil en aiguille, de façonner une partie de notre avenir. Et voilà, c'est là, précisément, que tout bascule. Puisque le capital donne vie au projet, le choix de son allocation devient un acte politique, ni plus ni moins. C'est un peu comme si chaque euro investi devenait un bulletin de vote pour un certain type de futur. Prenons un exemple très concret, l'énergie. Si on oriente son capital vers les énergies fossiles, on finance la continuité d'un modèle bien connu, un modèle extractif. À l'inverse, si on l'oriente vers les renouvelables, on contribue à accélérer la transition. Dans les deux cas, on soutient une vision du monde bien précise. Et ce genre de choix, on le retrouve partout. Par exemple, dans le domaine social. Financer une plateforme de livraison qui mise tout sur la flexibilité extrême, ce n'est évidemment pas la même chose que de soutenir une coopérative où le pouvoir et la valeur sont partagés. D'un côté, on renforce un modèle qui précarise, de l'autre, un modèle qui cherche à répartir plus équitablement. Et ça s'applique même à la santé. Quand on finance des laboratoires qui protègent leurs profits avec des brevets très stricts, on soutient une vision de la santé comme un marché. À l'opposé, en finançant ceux qui cherchent à développer des traitements accessibles à tous, on défend l'idée d'un bien commun. Parce qu'en fait, ça va bien au-delà du simple choix d'une boîte ou d'un secteur. Ces décisions d'investissement ont des effets systémiques, bien plus larges. Elles sculptent la répartition du pouvoir dans notre société et la structure même des inégalités. La vraie question, au fond, c'est où va le pouvoir économique? Est-ce que l'argent est massivement dirigé vers des multinationales, ce qui concentre leur influence? Ou bien est-ce qu'il irrigue un tissu de PME locales? D'ailleurs, des alternatives